bon jeudi, comment ça va? Ça va très bien, Dominique, et toi? Très bien. Parlons d'abord de la nouvelle idée de Pierre-Carl Pellado. Il y a quelqu'un qui en a fait mention, mais moi, je pensais que c'était une blague, cette affaire-là. L'histoire du payage sur le fleuve Saint-Laurent. Je peux pas croire que c'est vrai, ça, Adrien. C'est quoi cette histoire? Non, c'est pas une blague, là. Il a mis ça sur son Facebook, puis il en a parlé à l'émission de Paul Arcand à Montréal récemment. Écoute, c'est ça. L'idée, c'est que on va, étant donné que le pipeline, tu sais, que le pétrole passe sur le fleuve, il faut charger pour ça. Tu sais, on devrait demander des redevances. Et pauvre Pierre-Carl, tu sais, il compare ça au canal de Panama. Il dit, c'est sûr que les Panaméens, eux autres, ils chargent pour pour faire passer le pétrole dans leur canal. Alors, pourquoi est-ce que nous autres, on fait pas la même affaire si ça passe sur Saint-Laurent? Sauf que Pierre-Carl, il semble avoir oublié que le canal de Panama, là, c'est une construction humaine, là. C'est ça, c'est pas une voie naturelle comme le fleuve. Ben oui. C'est un réseau d'écluses. Il y a 9000 personnes là-dedans. Ça a comme 80 kilomètres. C'est pour ça que les navires doivent payer quelque chose quand ils empruntent l'infrastructure. Puis d'ailleurs, Pierre-Carl semble avoir oublié que il y a une partie du fleuve où on charge, tu sais, la voie maritime du Saint-Laurent, oui, qui comprend un réseau d'écluses. Il charge pour transporter des matériaux. Il y a déjà du payage. Et les compagnies l'encaissent et la refilent au... C'est ça, je veux dire, il y a 13 écluses canadiennes puis 2 écluses américaines dans ce système-là de voie maritime du Saint-Laurent. Alors pour ça, ils chargent, c'est bien normal, tu sais, mais l'autre affaire, c'est que si tu imposes un péage sur le Saint-Laurent, t'entraves le commerce, hein, tu mets une barrière au commerce, puis ça, c'est pas bon. C'est toujours le concept du village gaulois. On se replie sur nous-mêmes, on se ferme sur le monde, et c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut s'ouvrir sur le monde, il faut accueillir le commerce, il faut faire comme à Singapour. Tu sais, Singapour, c'est incroyable, Singapour. Moi, je suis allé une fois, là, puis quand tu arrives en avion, là, des bateaux, là, tu vois ça à perte de vue, là. Il y en a des centaines et des centaines. C'est incroyable le commerce naval qu'il y a à Singapour, qui est une petite île de rien, hein, qui est pas plus grande que Montréal, puis qui compte à peu près 5 millions de personnes. Alors, c'est comme ça qu'on s'enrichit, c'est en s'ouvrant sur le monde, en encourageant le commerce. Donc, pas de péage, pas de douane, pas de tarifs, pas de taxes. Et c'est comme ça que les gens de Singapour se sont enrichis. Puis Pierre-Carl Pellado, c'est exactement le contraire. On fait un péage qui va envoyer le message que le Québec est fermé sur le monde puis sur la business. Tu sais, tu parles de mauvais messages. Revenons à cette semaine. Ça a été l'élément au-delà de Jean Béliveau, puis on pourra se terminer là-dessus avec tes souvenirs de petits gars de Jean Béliveau. Mais cette semaine, l'événement marquant, ça a été la mise à jour économique de l'État. Oh, quelle déception! Des frais dompés aux banques. Peut-être que les gauchistes vont se réjouir de ça, sauf que les banques vont nous augmenter les frais, c'est sûr et certain. Puis la hausse du prix de l'essence. Tout ça dans une dynamique verdoyante. On est avec la Californie, le seul État ou la seule juridiction à avoir adhéré à la Bourse du carbone. Qu'est-ce que tu penses de ça, de cette décision libérale cette semaine? Non, mais y a-tu quelqu'un qui est surpris? Je suis déçu et je dois te dire un peu surpris. Je m'attendais pas à ça, pantoute. Une hausse de taxes sur l'essence maintenant, en début de règne libéral. Personnellement, là, j'aurais pas mis 20 piastres là-dessus, là. Ben, regarde, là, Dominique, là, quand M. Couillard a fait sa déclaration à la sortie du congrès de l'aile jeunesse du Parti libéral en 2013, oui, il a dit, nous sommes, là, le Parti libéral, nous sommes le parti le plus progressiste au Québec. On est plus progressiste que le Parti québécois. Il me semble que c'était comme la lumière rouge, là, tu sais. Les deux partis, là, le PLQ et le PQ, ça fait 40 ans. C'est pareil au même. Qui essaient de se ravir le titre du parti le plus à gauche. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est comme un test à l'aveuglette. Tu sais, la fameuse annonce de liqueur, là, c'est du Coke ou Pepsi. C'est la même Christie d'affaires. C'est la même saveur, la même couleur. Les libéraux, ce qu'ils comprennent pas, là, c'est que c'est justement le modèle progressiste. Puis moi, le mot progressiste, dans ma tête, ça veut dire progression de l'État. C'est ce modèle-là qui nous fait reculer collectivement, là, parce que la littérature économique est claire. Là. Plus un gouvernement est progressiste et intervient dans l'économie, moins il y a de richesse qui se crée. Et ça, dès qu'on remplace le jugement des citoyens par celui des bureaucrates puis des politiciens, là,
On détourne la richesse à des fins politiques puis électoralistes moins rentables que si on laissait les gens dépenser leur argent eux-mêmes. Puis le Québec se classe au dernier rang, Dominique, en Amérique du Nord quand on parle du degré de libéralisme économique. Alors, c'est pas un hasard que c'est ici qu'on est les plus pauvres. Non, mais c'est complètement fou. Moi, je m'attendais à mieux de l'État haut. Aller de l'avant avec une hausse de taxes. Non. Écoute, on en a parlé, toi et moi, là, il y a 2 semaines, là. Monsieur L'État-haut, là, sa stratégie, là, c'est pas compliqué. Il faut que les revenus augmentent plus vite que les dépenses. C'est comme ça qu'on va couper le déficit. Alors, la stratégie, si tu regardes le document de 300 pages, là, c'est bien facile, là. Les revenus autonomes du Québec vont augmenter entre 4 et 5 entre 2015 et 2017. 4 à 5 là, alors que l'économie augmente de 1. Tu sais, 1 quart ou quelque chose de même. Alors, tu sais, c'est bien évident que ils nous disent qu'ils augmentent pas les impôts, mais c'est pas vrai, là. Tu sais, ils les augmentent de toutes sortes de façons. Puis là, ils triment un peu les voiles pour ralentir le taux de croissance des dépenses puis arriver à l'équilibre budgétaire. Alors, la taille de l'État est clairement pas en recul. Ben non. Est-ce qu'elle recule à cause de la rue? C'est mon point de vue depuis une semaine. Puis là, ce matin, Mario Dumont a écrit exactement ça dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec. C'est ça. Alors, donc, la prochaine fois, en 2018, au lieu de voter contre quelqu'un puis de changer simplement de chef, comme on le fait depuis 4 décennies au Québec, il faut changer le livre de recettes. Tu sais, on a toujours la même recette. On a un chef qui change, c'est le chef péquiste ou le chef libéral, mais c'est toujours la même recette de faire grossir le gouvernement, de faire grossir la taille de l'État, d'écraser les individus. Mais en 2018, il faut qu'on change le livre de recettes. Autrement, on va tout simplement, c'est Pierre-Carl Pilado qui va prendre la même recette, puis qui va lui aussi augmenter les taxes, faire grossir l'État. Oh oui. Il faut changer. Il faut repenser le rôle de l'État. Et repenser le rôle de l'État. Il me semble qu'il y a une couple de personnes qui y ont pensé, peut-être Martin Coiteux, mais on apprend aujourd'hui que le gouvernement a reculé en ce qui a trait à une réforme en profondeur de Télé-Québec. On avait songé à mettre ça sur Internet, Télé-Québec. Ça aurait été une sacrée bonne idée, 2014-2015. Il y a d'excellentes émissions à Télé-Québec, personne ne remet ça en cause. Sauf qu'on aurait pu remettre en question le modèle. Et le gouvernement a reculé. C'est ce qu'on apprend ce matin. Le gouvernement a reculé, donc c'est le statu quo. On va patcher à gauche et à droite avec du polyfila, puis à un moment donné, ça continue, puis on continue. Let's go, on change rien. C'est ça, je veux dire, il faut repenser la façon qu'on livre les services. Tu sais, c'est comme le transport en commun, par exemple. Là. Infoman est allé à Stockholm. Parlons-en, on crie à l'austérité à Radio-Canada. Et ce qu'on apprend, c'est qu'Infoman, là, on nous dit, c'est une petite équipe de 2-3 personnes. C'est sur le principe. D'abord, c'est le voyage en Suède pour Infoman. Puis c'est pourquoi? C'est pour nous produire un autre reportage pour vanter le transport en commun. Ouais, alors le transport en commun, ce que Infoman n'a pas dit, là, c'est que le métro à Stockholm, c'est géré par une compagnie privée depuis 1993. Il l'a pas dit? Non, il l'a pas dit, là. Il y a eu le dernier appel d'offres qui a été fait en 2009, c'est la firme MTR qui a gagné, qui est une firme basée à Hong Kong, qui se spécialise dans la gestion des métros. Ça, Jean-René Dufort, il n'a pas parlé, là, ça aurait scrappé son reportage, là, mais et puis c'est pas seulement vrai pour le métro, la compagnie d'autobus, c'est la même affaire. C'est fourni par Arriva, une compagnie britannique qui appartient à des intérêts allemands qui se spécialise dans l'administration du transport en commun. Puis il y a une autre partie du service d'autobus à Stockholm qui est donnée par Keolis, qui est une compagnie française, qui elle aussi se spécialise dans l'administration du transport en commun. Puis d'ailleurs, la Caisse de dépôt et de placement du Québec est un des principaux actionnaires de cette compagnie-là. Ah ouais. Et ça a la même affaire à Londres, tu sais, tu as du transport qui est fourni par Keolis. Tu as même du transport à Londres qui est fourni par la Régie autonome des transports parisiens. C'est fort, là, tu sais. Qui ont répondu à un appel d'offres, j'imagine, pour aller compétitionner. Ah oui, c'est ça. On met les circuits d'autobus en appel d'offres, puis on dit, est-ce quelqu'un qui veut faire le circuit 117, puis le circuit 24, puis le circuit 33? Ce qu'on devrait faire ici, puis ce qu'on fera pas. On n'en parle même pas. Personne parle de ça. Ah non, il faut absolument pas parler de ça, tu sais. Ah, puis le train de l'Est, as-tu vu, c'est relié, ce que tu dis, le train de l'Est, ça aurait été une belle façon. Tu vas en appel d'offres. Qui veut s'occuper de cette clientèle-là? C'est un créneau qui, bien géré, peut peut-être être rentable si configuré de manière intelligente. As-tu vu les coûts
par randonnée du train de l'Est, c'est plus que le métro de Laval. Hallucinant, c'est un dépassement, c'est du simple au double. Oui. Et il y a personne qui pose la question là-dessus. On dit que c'est 5 fois plus cher que le métro de Laval par déplacement. Oui, mais tu sais, si tu donnes le contrat à, je sais pas moi, à n'importe qui, là, prenons Veolia ou Transdev ou des compagnies allemandes ou néerlandaises là, qui se spécialisent dans le transport, puis tu leur dis, OK, nous autres, là, on va vous payer tant de dollars de subvention, 1,75 $, mettons, ça c'est possible, tu sais. Mais là, les autres, là, s'ils construisent ça, c'est supposé de coûter 3 milliards, puis ça coûte 6, là. Ils sont dans le pétrin, là. Ça devait coûter 300, ça coûtait 700, en passant, là. Là, tu sais, alors c'est du simple au double. Quand tu donnes ça au privé, ça veut pas dire que c'est... L'État peut continuer à donner des subventions, mais au moins, il y a un incitatif à la rentabilité. C'est ça. Et à la performance et à la qualité de service. À la qualité de service, à pas gaspiller d'argent. Malheureusement, le gouvernement, puis j'ai rien contre les fonctionnaires, mais ils n'ont pas cet incitatif-là. Ben non. Tu sais, ils peuvent pas faire faillite eux autres. Alors, donc, s'ils perdent de l'argent, c'est pas grave. T'sais. C'est pas leur argent. C'est pas leur argent, puis deuxièmement, ils ne dépensent pas pour eux-mêmes, ils dépensent pour les autres. Alors, tu sais, c'est comme quand toi, tu achètes un cadeau de mariage, là, tu vas faire attention au montant d'argent que tu dépenses. Parce que ouais, mais en même temps, je vais faire attention pour pas passer pour un cheap, surtout. Là. C'est ça. si tu achètes, je sais pas moi, une machine pour faire cuire des patates frites, puis que le couple, ils sont pas trop contents, mais qu'est-ce que tu veux, tu sais, c'est pas la fin du monde. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu dépenses l'argent pour toi-même, tu y fais plus attention que quand tu dépenses l'argent pour les autres. Puis au gouvernement, on a le pire des deux mondes. On dépense l'argent des autres, donc ça nous dérange pas, puis on le dépense pour les autres, donc ça nous dérange pas. Ah, avant de se laisser aller, Adrien, ton père était très influent à Québec. Est-ce qu'il a côtoyé Jean Béliveau? Puis qu'est-ce que tu as entendu parler, toi, de Jean Béliveau? Évidemment, tu l'as pas nécessairement vu jouer très, très longtemps, on est d'accord là-dessus. Mais tes souvenirs en terminant de Jean Béliveau? Ben écoute, moi je l'ai rencontré à quelques reprises dans des soirées de mondaine, des galas, c'est un gars en anglais on dit il est classy, il y a de la classe. C'était quelqu'un qui était humain, chaud, qui est proche du monde, mais qui aussi avait une grande classe, puis c'était un gentleman. Moi, l'histoire qui m'a le plus bouleversé hier, c'est quelqu'un qui disait que quand il a appris qu'il avait le cancer du cou, il est sorti de l'hôpital et il y a une dame qui lui a dit, qui l'a rencontré et qui lui a dit, Monsieur Béliveau, mon fils a le cancer, puis ça lui ferait tellement plaisir si vous pouviez venir le voir. Et Monsieur Béliveau, qui venait d'apprendre, il sortait de l'hôpital, il venait d'apprendre qu'il avait le cancer du cou. Alors, viré de bord, il rentre à l'hôpital avec la dame, puis il est allé voir le fils de cette dame-là. C'est quand même quelque chose, tu sais. Oh, oui. Alors, non, c'était tout un homme. Comment on devrait l'immortaliser? Tu sais, un modèle, pas seulement un modèle de hockey, mais un modèle pour la jeunesse, un modèle de comment agir en société, un modèle de générosité. Ah non, c'est une grosse perte. Qu'est-ce qu'on devrait faire pour l'immortaliser? Là, les conservateurs pensant bien faire, je pense que c'était un bon geste à l'origine, mais Maurice Richard, tu sais comment ça a viré. Ouais. Pont Champlain, puis il y a eu une montée de... C'est sûr qu'il y avait de la haine de Harper là-dedans. Les gens étaient contents de pisser sa parade, là. Mais en même temps, l'idée n'était pas mauvaise. Peut-être que c'était maladroit. Mais là, faut pas rater notre coup pour immortaliser M. Béliveau. Qu'est-ce qu'on fait? As-tu des idées? Bon, je pense qu'on attend que la poussière retombe, là. Ouais, mais quand même, on peut commencer à penser pareil. Non, on attend, mais je pense que il faut l'immortaliser. C'est quelqu'un qui a frappé l'imaginaire, non seulement des baby boomers, mais comme je te dis, qui était un modèle. Et je suis pas certain si les Québécois vont vouloir nommer l'amphithéâtre à Québec. C'est une raison de cœur, mais en même temps, il y a 3 grosses compagnies qui sont en liste, dont Canadian Tire, pour acheter le nom, là. C'est ça. Alors, je pense que ça risque d'être plutôt l'amphithéâtre Canadian Tire que l'amphithéâtre Jean Béliveau. Mais ça peut être la place Jean Béliveau, ça peut être... oui. Il peut avoir une statue de Jean Béliveau. Exact. Mais c'est quelqu'un qui a vraiment eu un impact important sur, non seulement sur le hockey, mais je pense sur la société québécoise. Et il va falloir trouver une façon de l'immortaliser. Merci beaucoup, Adrien. Merci beaucoup, Dominique. Bon week-end. OK.